Une fois n'est pas coutume, on va parler télétravail. Par contre, on va essayer de le prendre sous un nouvel angle d'approche. Grand oui, si le retour au bureau est associé à du travail en équipe, à un présentiel repensé. On est resté quand même dans cette idée que le salarié qu'on ne voit pas, on ne le contrôle pas. Est-ce qu'on peut craindre à un petit peu la même chose en France, à ce que beaucoup d'entreprises veuillent et obligent les collaborateurs à revenir au présentiel, au full présentiel? Le Barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par Le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Vous êtes prêts à attacher vos ceintures? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler télétravail. Par contre, on va essayer de le prendre sous un nouvel angle d'approche. On va parler un petit peu droit, on va parler un petit peu devoir et on va surtout parler avenir du télétravail avec tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est en train de se passer sur le sujet. Et pour parler du sujet, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir pour la troisième fois dans les podcasts, Florence Bernier de Baby. Salut Florence, comment ça va? Salut Nicolas, ça va super. Merci de m'accueillir pour la troisième fois, en effet, dans ces magnifiques locaux. Ah, c'est ça, tu découvres des locaux de ouf, franchement, oui, ils sont je trop bien. découvre surtout qu'ils sont roses et ça me plaît beaucoup. Donc, merci d'être là. Alors, il y en a encore qui ne te connaissent pas. Donc, si tu veux te présenter en 2 minutes et nous expliquer pourquoi tu es la personne adéquate pour parler de ce sujet, notamment des droits et des devoirs. Pour l'avenir, c'est plutôt un échange entre nous, mais je vais te laisser te présenter. Alors, merci. Oui, donc Florence Bernier de Baby. Donc, j'ai été juriste pendant 17 ans et puis récemment, je me suis lancée. Je suis aujourd'hui consultante au service des entreprises pour leur donner accès un peu plus facilement au droit social, donc droit du travail, droit de la sécurité sociale, pour leur faire comprendre leurs droits, leurs devoirs, mais aussi pour les aider à expliquer aussi aux salariés quels sont leurs droits et leurs devoirs, parce que ça va quand même dans les deux sens. Le Code du travail n'est pas juste là pour taper sur la tête de l'employeur. Il est là justement pour que les relations sociales se passent le mieux possible. Donc, j'interviens pour expliquer tout ça. Je fais aujourd'hui aussi un petit peu de formation. Et puis... je suis, comme tu le sais, sur LinkedIn dans une petite chronique qui permet justement de donner accès pour démocratiser un petit peu ce droit compliqué mais si utile. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus et c'est ce que j'adore aussi. Mais je m'aperçois que finalement, la sphère RH, je ne te connais pas tant que ça. Donc, il faudrait que la sphère RH aille te découvrir. Je vais bien évidemment mettre ton profil en commentaire et dans le post qu'on fera sur le podcast en question. Pourquoi venir te voir? Parce que aujourd'hui, tu as une forte audience, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu fais de la vulgarisation. C'est-à-dire que tu parles de sujets qui sont des sujets quotidiens pour les entreprises et pour les RH, et tu les prends sous un angle concret et vulgarisant, ce qui fait que l'approche est différente. Et on en parlait en off. Aujourd'hui, le RH et de l'entreprise ne peut pas se dissocier de cet aspect du juridique social. Non, j'aimerais en tout cas qu'il fasse en sorte de ne jamais se dissocier de ça. Effectivement, aujourd'hui, je crois que si la sphère RH peut-être ne me connaît pas, c'est parce que d'abord, je ne suis pas là depuis très très longtemps, mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, on dissocie trop les RH, les ressources humaines, la pratique RH, la gestion des ressources humaines du droit. Or, tout ce que l'on va trouver en pratique RH repose quasi systématiquement sur une obligation légale. Quand on parle ne serait-ce que... alors, la marque employeur, pour te donner cet exemple-là, alors c'est vrai que ça repose un peu moins sur une base légale, ça repose sur un besoin de l'entreprise qui est l'attractivité. Mais dans la marque employeur, tu vas retrouver toute une sphère QVT pour les conditions de travail des salariés, donc effectivement, les attirer, bien les traiter, les conserver, les fidéliser. Sauf que la QVT, c'est une obligation légale, l'une des plus grosses obligations qui repose sur l'employeur, qui est l'obligation de santé et sécurité. Donc, c'est quand même dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas plus cette prise de conscience que le droit social est un socle, qu'il devrait l'être déjà au niveau des études. C'est déjà quand même pas trop le cas à ce que j'ai pu regarder. Et c'est pour ça que j'ai pris ce petit virage dans ma carrière cette année, parce que je me suis dit, il faut démocratiser le droit social pour le salarié lambda, pour l'employeur que ça intéresse, pour ceux qui ne sont pas salariés mais que ça intéresse quand même. Mais il faut aussi donner accès à la fois au moment du recrutement et tout au long de la vie des RH à une formation en droit social qui soit accessible et pratique.
Et avec 17 ans de pratique d'entreprise, je sais faire. T'as de quoi faire. Et puis surtout, on en a parlé dans les autres podcasts qu'on a fait ensemble, le droit social peut être aussi un bon moyen de pouvoir pimper justement la marque employeur, la QVT, l'attractivité de l'entreprise, parce que si on sait exactement tout ce qu'on peut faire, forcément, on aura d'autres solutions sur certains sujets. On avait fait un podcast où on pouvait parler du Golden Hello ou de la manière de traiter des contrats pour être plus attractif. Oui. Et là, aujourd'hui, on va se poser sur justement le sujet du télétravail, de voir aussi un petit peu, dans un premier temps, tout ce qui se passe en ce moment avec Amazon, ainsi de suite, on va en discuter. Est-ce qu'on risque quelque chose en France ? Donc ça va être la première partie du sujet. Et puis dans la deuxième partie du sujet, ça va être de voir quel avenir on peut donner au télétravail et surtout, comment on peut s'inscrire dans une bonne pratique du télétravail, tout simplement en suivant la loi et en suivant ce qui est censé être fait. Parce qu'au final, c'est quand même plutôt bien foutu, je pense. Moi, j'ai un petit peu regardé le sujet, et toi, tu le connais très bien. Mais c'est bien foutu ce qui a été fait sur le télétravail. Ça a été fait pour que ça soit bien, justement, pour le collaborateur, pour que ça soit bon pour le collaborateur et pour l'entreprise. Donc, au final, je pense que ce côté légal, ce côté droit social est là, non seulement parce qu'il doit être là, parce que ça fait partie du cadre légal qu'on doit avoir, mais surtout aussi, potentiellement, pour bien nous driver sur la bonne manière de gérer certains sujets qui peuvent être un petit peu tendancieux. Sans aucun doute. En fait, c'est un socle qui est à la fois nécessaire pour garantir un certain nombre de droits aux salariés, garantir aussi le cadre juridique pour l'employeur. Sauf que si tu t'intéresses un petit peu au droit social, tu le disais, on l'a découvert dans notre podcast sur le recrutement, on en a beaucoup discuté. Si tu t'y intéresses un petit peu, tu as des idées dans le code du travail. Tu as des idées de clauses, tu as des idées de pratiques. Et puis, tu te rends compte aussi qu'il y a certaines choses où tu prends des pincettes pour le demander aux salariés, alors qu'en fait, c'est une obligation. Donc peut-être qu'il est temps, en fait, tout simplement, de s'intéresser à ce que l'on a le droit de faire et d'avoir cette étape que je trouve indispensable et où, à mon avis, beaucoup d'employeurs ignorent cette étape-là vraiment, c'est le passage de cette information-là, la démocratisation de tout ce droit-là pour que les salariés comprennent. Peut-être que ça permettrait quand même d'éteindre un grand nombre de conflits. On est d'accord. De leur expliquer, tout simplement. On est d'accord. On va se lancer dans notre sujet. On commence par l'angle d'approche dont on a parlé. Ouais. Amazon, ça a fait un gros buzz il y a quelques semaines maintenant, qui rapatrie tous ces cadres, tous ces managers au travail, en fait, qui les fait tous revenir en présentiel. Selon Amazon, d'un point de vue culture, pour pouvoir bien développer leur culture d'entreprise et tout, moi j'ai écrit un petit truc dessus parce que je trouve que c'est purement bullshit de leur part. Mais bon, après, ça n'est qu'un avis et c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est plutôt de se poser la question, aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre pour les collaborateurs, déjà dans un premier temps, est-ce qu'on peut craindre à un petit peu la même chose en France, à ce que beaucoup d'entreprises veuillent et obligent les collaborateurs à revenir en présentiel après une démocratisation à outrance, parce que ça a été fait, mal fait, mais ça on pourra en discuter plus tard, du télétravail dans toutes les entreprises. Est-ce que, parce qu'on le sait, on le sent, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent beaucoup plus de présentiel, est-ce qu'on peut craindre, de la part des collaborateurs, pour qui c'est quand même un acquis hyper important, un retour obligatoire de la part des entreprises au présentiel, au full présentiel? Alors, il y a deux aspects dans ta question. La première, c'est, tu me dis, ça a été mis en place vite, pas forcément bien. Alors ça, c'est une vérité. Ça s'est fait de manière extrêmement précipitée, liée à la pandémie. Quelque part, il a fallu ça vraiment pour un développement du télétravail vraiment sérieux, parce qu'il était rentré dans le code du travail quelques années auparavant. Et pour autant, moi, j'en entendais jamais parler. Enfin, j'avais entre 12 et 15 entreprises par jour au téléphone, et pourtant, je n'entendais jamais parler de télétravail. C'était complètement... déjà, c'était ultra sectorisé. Et puis, en France, c'était très peu développé. Pour autant, c'est vrai que nous, je te coupe, mais c'est vrai que nous, on le faisait. Tu vois, à l'agence chez E-Team, on le faisait. Ça fait vraiment pas mal de temps qu'on fait du télétravail, je sais pas, presque depuis le début, en fait. Par contre, il est certain qu'on ne l'avait pas cadré. Pour nous, c'était juste... écoute, tu veux venir 2 jours dans la semaine, 3 jours dans la semaine, plutôt 3 jours dans la semaine, tu veux venir 3 jours dans la semaine, rester chez toi, pas de souci, il n'y a pas de problème, ton job, tu peux le faire. Mais par contre, zéro cadrage, quoi. Ah oui, alors que moi, c'était fou, c'était inenvisageable. C'est-à-dire, dans l'entreprise où j'étais, avant 2018, parce qu'on a commencé à en parler très, très doucement en 2019, avant 2018, ne pas être là, c'était ne pas travailler. C'était
inenvisageable. Donc, ça, c'est le premier aspect. Effectivement, c'est arrivé d'un coup. Sauf que c'est arrivé d'un coup, et contrairement à chez ITIM, nous, tout de suite, le Code du travail a dit, OK, allez, voilà comment, enfin très, très vite en tout cas, voilà comment on va le mettre en place. En 2020, on a eu très vite l'aspect protection sociale, l'aspect frais professionnels, qui est arrivé avec des forfaits exonérés de charges sociales. Donc, on s'est mis quand même à avoir un socle très, très rapidement. Et donc, les entreprises mettent en place le télétravail. Elles peuvent le mettre en place de 3 manières. Unilatéralement, par décision unilatérale, par accord collectif ou par voie contractuelle. Et quand ça se fait par voie contractuelle, là, je te le dis tout de suite, je ne vais pas faire de teasing pour la suite, ça ne se modifie pas unilatéralement. Quand tu as passé quelqu'un en full télétravail, ça a été mon cas pendant plus de 3 ans, mon entreprise était à Paris, moi j'étais en Bretagne, tu ne reviens pas dessus comme ça. Alors en général, tu as mis des garde-fous quand même, tu as mis une petite clause de réversibilité, comme la loi te le permet, sauf que la clause de réversibilité, quand la personne elle a déménagé, tu as intérêt à pouvoir l'actionner avec assurance pour pouvoir sanctionner ton salarié qui ne veut pas revenir et donc le licencier. Donc même avec une clause de réversibilité, un full télétravail contractuel, très compliqué. Alors que par décision unilatérale, revenir dessus, c'est très facile. Il suffit de la dénoncer et d'avoir un délai de prévenance suffisant. Et c'est réglé. Tu évoquais Amazon. On en parlera. C'est pas du tout le même droit. États-Unis, France, c'est pas du tout le même combat. Mais Amazon, ils ont prévenu avec un délai de prévenance quand même très important, puisque, tu le dis très justement, on en a parlé il y a quelques semaines, je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait l'annonce, mais c'est 1er janvier 2025. Oui, bien sûr. Donc, ils ont mis un délai de prévenance, peut-être que chez eux, c'était unilatéral. Et puis après, tu peux le mettre en place par accord collectif. Et là, tu as négocié ça avec tes élus au CSE ou avec tes délégués syndicaux. Il y a quand même une possibilité de dénoncer ton accord collectif. C'est tout à fait possible. Tu ne t'y engages pas de manière indéterminée. Tu dis, voilà, on a négocié ça, mais il y a toujours des possibilités pour l'employeur de dénoncer ça. Est-ce que aujourd'hui, vraiment, il y a des boîtes qui ne l'ont pas contractualisé ? Parce qu'au final, aujourd'hui, ça... pour moi, le télétravail, alors pas forcément du full remote, mais le télétravail classique, pour moi, c'est dans tous les contrats de travail. C'est pas, il y a encore beaucoup de boîtes qui l'ont en mode accord collectif, charte ou accord, et qui ne l'ont pas du tout contractualisé. Bien sûr. D'ailleurs, on va leur conseiller, ne contractualisez pas. Quand tu es sur du full remote, tu contractualises. Parce que la personne, si elle est en full remote, il y a des chances qu'elle veuille quitter l'endroit où elle travaillait avant. Et donc moi, j'étais en région parisienne. J'allais pas faire 500 bornes sans être sûre qu'on était d'accord avec mon employeur. Donc nous, on avait contractualisé, c'était très clair. Si tu mets en place le télétravail, alors on va dire voilà, un hybride, 2 jours de présentiel ou 3 jours de télétravail ou vice-versa, tu mets ça en place par accord collectif ou par décision unilatérale. Si tu le contractualises, tu vas devoir t'assurer que ta clause de réversibilité, elle est bien... Enfin, tu vois, que tu satisfais toutes les conditions pour pouvoir revenir dessus. Mais tous tes salariés, parce que tu sais, la clause de réversibilité en général, c'est celle qui dit, voilà, je vous mets en télétravail, sous telles conditions, on pourra dire stop au télétravail. En général, les conditions, c'est quoi ? La sous-performance, le mal-être, la demande du salarié, etc. Tous tes salariés ne peuvent pas remplir cette condition-là. Donc, si tu contractualises le télétravail, tu te condamnes, en fait. Mais, pardon, mais il n'y a pas... j'ai cru entendre, c'est peut-être... tu vas peut-être me sauter dessus, on me dit, ah, pas du tout. Il n'y a pas un truc qui dit que, en gros, quelque chose qui reste en place pendant plus de 3 ans devient une règle immuable. C'est pas... je pense que tu évoques l'usage. Ouais. Je pense que tu parles de l'usage. Alors, l'usage, c'est effectivement un avantage que tu accordes à un salarié qui est fixe, général et constant. Donc, fixe, toujours le même avantage. Constant, pendant plusieurs années. Fixe, général et constant. Donc, constant plusieurs années, fixe le même, et général, c'est-à-dire s'applique à une collectivité de travailleurs. Mais c'est le cas du télétravail, du coup. Alors, un usage, ça n'est pas écrit. Donc, tu vas le différencier d'une décision unilatérale, c'est-à-dire ta charte télétravail, ou ton accord collectif que tu as négocié. Un usage, d'avoir mis tes salariés en télétravail, effectivement, c'est une règle. Donc, ils vont te dire, ah ben non, tu ne peux pas revenir dessus comme ça. Sauf qu'un usage, tout comme une décision unilatérale, si tu respectes le formalisme que la jurisprudence a posé, tu peux le dénoncer. D'accord. Donc au final, aujourd'hui, par rapport à ce que tu me dis, il y a finalement peu de boîtes qui l'ont contractualisé. Enfin, pas peu, mais moins que tu imaginais. Pas toutes les boîtes qui l'ont contractualisé. Donc c'est-à-dire que les collaborateurs peuvent aujourd'hui, craindre un retour en arrière du télétravail en France. Alors, non seulement ils peuvent le craindre, mais il y a quand même toute une discussion au sein des directions des boîtes
qui voient pas encore le télétravail, enfin qui voient... C'est pas encore, c'est qu'au fur et à mesure des années, si tu veux, on se dit, on a mis en place le télétravail, on fait un petit ratio bénéfice-risque, voilà, les salariés qui peut-être se désengagent, oui, ok, c'est bénéfice, on a réduit nos locaux, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça ? Moi, je veux croire que Amazon n'a pas pris cette décision pour rien. Je pense que dans ce que tu as lu, il y a un côté bullshit de... culture d'entreprise, tout ça, très probablement. Enfin, moi, quand les entreprises me parlent cohésion d'équipe pour faire sur site ce qu'ils font faire à domicile à leurs salariés, moi aussi, je trouve que c'est du bullshit. Mais je pense que derrière la décision d'Amazon, il y a des chiffres. Il y a des chiffres probablement peut-être liés à la performance ou en tout cas à quelque chose qui leur manque et sur lequel ils veulent travailler. Je ne dis pas que c'est pas du fake. Mais je dis que, en général, ce genre de décision est lié à quelque chose. On ne décide pas de faire revenir tout le monde pour aucune raison. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, tu parles de risque parce que les salariés, ils le vivraient extrêmement mal que du jour au lendemain, on passe de full remote ou même d'hybride à 0 jours de télétravail. Ouais, mais... Du coup, alors là, on va partir sur un côté un petit... Avant de revenir après sur le côté droit qui peuvent être justement bien travaillés, on va partir sur le côté un peu moins factuel, mais qui l'est en même temps, tu me diras, parce que les chiffres le montrent. Quel est finalement l'intérêt de le faire ? Parce qu'au final, tu parles de Amazon. Si je pense à Amazon, j'ai envie de te dire, pourquoi pas ? Ils sont gérés comme une boîte américaine, donc ils sont en mode productivité. Ils se posent des questions qui ne sont pas les mêmes questions que tu vas te poser en France. Je ne suis pas certain que la QVT soit quelque chose de très important pour eux. Alors, je mets ça, je dis pas certains, avec des guillemets, parce que, comme toutes les grosses boîtes, ils font aussi attention à certaines personnes. Mais je suis pas certain, en fait, que le côté collaborateur en burn-out ou collaborateur désengagé ou quoi, je suis pas certain que ça les intéresse à partir du moment où il y a une productivité derrière. C'est-à-dire que le volet humain et social est un peu décorrélé. C'est-à-dire que pour eux, il doit être là uniquement par rapport justement à un sujet de productivité. Donc, du coup, ils peuvent se couper de ça parce qu'ils font des économies sur certains aspects et tout. Si tu prends le côté un peu plus français, qui est censé être un peu plus humain, quel est l'intérêt de faire revenir les gens en télétravail ? Parce que, in fine, ok, peut-être qu'on a l'impression qu'ils sont un peu moins productifs, ce qui généralement est faux, parce que les études montrent que c'est quand même plutôt faux, c'est-à-dire que les gens sont plus productifs en télétravail qu'ailleurs, ils perdent moins de temps dans les transports, ils sont plus focus sur leur sujet, enfin tu vois, mais c'est réellement ça. Alors les gens vont dire, oui, mais par exemple, quand tu fais du télétravail et finalement que tu as ton enfant à la maison parce que... il n'a pas eu de garde de... Oui, ok, d'accord, c'est vrai, ça va arriver 2 fois, 3 fois dans l'année. Le reste du temps, quand tu es en télétravail, tout le monde le dit, tu travailles de manière beaucoup plus productive, tu es beaucoup plus posé sur ton sujet, ça joue sur ta santé mentale aussi. Pour moi, quand tu es en hybride, parce que le full, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu as aussi un petit côté isolation sur le full, isolement sur le full, qui est un petit peu différent. Enfin, je vois pas l'intérêt, en fait, de revenir dessus. Alors, regarde, je vais revenir quand même sur un truc que tu viens de dire. Tu dis, ouais, c'est vrai, pour la productivité, on peut se poser la question, regarde, le jour où tu n'as pas eu de garde d'enfant. Ouais, le jour où tu n'as pas eu de garde d'enfant, le télétravail, c'est un rempart à l'absentéisme. Et moi, ça, je trouve ça dingue parce que tu me dis, c'est quoi l'intérêt ? Mais moi, je te le dis, l'intérêt du télétravail, déjà, ça a été, parce que moi, je me rappelle très bien quand notre ministre du Travail de l'époque nous a expliqué que le télétravail faisait office de garde d'enfants. On était tous très heureux pendant le Covid de savoir qu'en fait, on pouvait garder nos enfants et travailler. Je me souviens très bien de m'être dit, ouais, mais en fait, avec tout ça, quand même, on va juste écraser de charge mentale les parents en leur expliquant que dorénavant, puisqu'ils ont du télétravail, ils peuvent aussi garder leurs enfants en même temps. Alors qu'en vérité, le télétravail, c'est censé, quand même, rappelons-le, être l'exercice de l'activité que tu fais habituellement sur site depuis un autre lieu, qui, normalement, est ton domicile. La même chose, le même travail, de la même manière. Donc, quand tu me dis quel intérêt de les faire revenir, alors là, tu ouvres grand la porte à un vrai problème que j'ai actuellement, qui est, si on a permis aux gens de partir faire le travail qu'ils faisaient dans l'entreprise chez eux, qu'est-ce qui va les motiver, leur donner envie de faire ce même travail de nouveau dans l'entreprise ? Quelle est la plus-value ? Je pense que les entreprises qui veulent faire revenir les salariés sont animées au moins par un désir immense de les contrôler. Je pense que... Enfin, après, j'adorerais qu'on me dise le contraire.
J'ai pas tendance, moi, c'est pas ma culture de taper sur la tête des employeurs, mais pour moi, quand même, on est resté, malgré 4 années de télétravail intensive, on est resté quand même dans cette idée que le salarié qu'on ne voit pas, on ne le contrôle pas. Ce qui n'est pas vrai, il y a des tas de moyens, encore heureux d'ailleurs, parce qu'avec tous les problèmes qu'on a d'accidents du travail des télétravailleurs, etc., on en a besoin de pouvoir contrôler les salariés en télétravail, savoir quand est-ce qu'ils sont sur leur logiciel, quand est-ce qu'ils ne le sont pas, quand est-ce qu'on peut les joindre, etc. Donc, ça se développe. Donc, pour moi, le contrôle est une mauvaise idée. Mais je pense quand même que c'est ce qui anime beaucoup d'entreprises. Ensuite, tu vas avoir l'aspect productivité. Et ça, mais montrez-moi les chiffres, je demande que ça. Si effectivement, tu peux dire, quand il est chez lui, il travaille moins ou moins bien que quand il est sur site, mais moi, je t'assure que dans ces cas-là, mais j'aurais aucun problème à aller défendre devant des salariés le retour sur site. Aucun problème. C'est mon droit en tant qu'employeur de prendre les décisions et d'adopter les mesures qui permettent d'aller dans... Qui sont bénéfiques pour l'entreprise. Exactement, qui sont bénéfiques pour la performance, pour l'entreprise. Sauf que je suis comme toi, vraiment pas sûr que ces chiffres-là, les entreprises les aient. Donc le dernier truc, après, si tu as d'autres idées, je suis preneuse. Mais la dernière raison pour laquelle on entend parler de retour au travail, c'est la cohésion d'équipe, la culture d'entreprise, la créativité, etc. Et là, je t'ai dit, c'est le sujet qui m'anime en ce moment. Je dis grand oui, sous réserve, qu'on repense le présentiel. Je lisais ce matin, je t'en parlais en off, je lisais ce matin un article qui parlait du RAB, le retour au bureau. Et dans cet article, il écrivait, c'est Jean-Emmanuel Ray qui était interviewé et qui disait, mais d'accord, le retour au bureau, mais pourquoi faire ? Dites à vos salariés pourquoi faire. Parmi vos salariés, vous en avez qui n'ont connu que ça. Parmi vos salariés, vous en avez qui ont dû s'adapter au télétravail. Et pour certains, ça a été difficile. Si vous les faites revenir pour qu'ils fassent exactement sur site ce qu'ils font chez eux, dans des conditions ultra dégradées, parce que depuis, vous avez changé de locaux, vous êtes en open space, vous avez pris en compte le fait que un tiers de vos salariés n'étaient pas là tous les jours, donc vous avez réduit les espaces. Donc maintenant, en plus, ils ont du bruit quand ils bossent. Mais elle est où l'amélioration des conditions de travail ? Et au final... Explique-moi comment tu peux être plus performant, par exemple, pour un métier intellectuel qui nécessite beaucoup de concentration. Je vais te donner l'exemple des rédacteurs. Voilà. Moi, si j'ai du bruit, j'écris plus rien. Chaque ligne où j'ai du bruit, ça m'arrête. Donc, explique-moi comment, dans un open space, ils vont être plus productifs. Donc, je dis, grand oui, si le retour au bureau est associé à du travail en équipe et à un présentiel repensé. Encore une fois, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord sur le côté cohésion et la manière de faire pour pouvoir faire en sorte que quand tu es au bureau, tu ne fais pas forcément la même chose ou tu le fais différemment de quand tu es chez toi. Pour juste revenir sur le sujet avant de repasser sur le fait de repenser, le côté cohésion, pour moi, c'est ultra important. C'est pour ça, par exemple, tu vois que chez nous, on n'a jamais fait de full télétravail. Je n'arrive pas, en fait, à passer au full remote. C'est pas vrai. D'une certaine manière, mais j'y reviendrai juste après. Parce que toutes les personnes, et pourtant j'ai échangé avec beaucoup de chefs de boîte qui font du full remote et leur boîte est totalement en full remote, toutes les personnes sont dessus, et ils me disent si on arrive à faire de la cohésion, on arrive à faire des trucs. J'ai du mal avec ça. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait de l'hybride. Pourquoi ? Parce que pour moi, les gens ont besoin d'échanger ensemble, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de vivre des moments qui sont autres que derrière une visio, que derrière un écran, pour pouvoir sentir, pour pouvoir... voilà, quand tu fais un brainstorming avec quelqu'un en live ou quand tu fais un brainstorming en visio, ça n'a rien à voir. Donc, ces moments-là, pour moi, ils sont ultra importants. C'est pour ça que personnellement, je ne suis pas fan du full remote en tant que tel, parce que je pense que ça nuit globalement à la structure, au développement de la société, parce que pour moi, le développement de la société doit passer aussi par une certaine cohésion d'équipe qui est nécessaire d'avoir, pour laquelle il est nécessaire en fait d'avoir du présentiel. Maintenant, une fois ça dit, bon, en plus, je te dis pas au full remote, mais c'est faux, parce que chez nous, en plus, on a des contrats spéciaux. C'est-à-dire que tu as des personnes qui travaillent chez nous qui ont le droit de partir pendant 3-4 mois à l'étranger, donc là, pour le coup, qui sont en full remote, mais ils reviennent pour recréer aussi cette cohésion. Maintenant, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que
nous, on l'a toujours fait comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de repenser notre structure. On a fait évoluer notre boîte, la manière dont on bosse de manière continue, mais on n'a pas eu besoin de la repenser parce qu'on a toujours été dans ce modèle-là, dans ce modèle hybride. Maintenant, là, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que des personnes, comme tu dis, qui ont été éloignées, qui ont dû s'adapter, donc pour laquelle l'adaptation a été difficile au départ, pour laquelle ensuite ils ont trouvé un équilibre sur ça, revenir, certains potentiellement justement qui se sont peut-être éloignés du fait de faire du full ou quoi que ce soit, donc qui vont avoir des temps de trajet encore plus longs et tout, c'est hyper compliqué de revenir. Mais je pense que c'est un défi qui est intéressant quand même, parce que pour moi, cette cohésion, elle est importante. Alors là, je vais peut-être faire une passe sur ce qu'on est censé dire par la suite. Est-ce que du coup, le maintien du télétravail, il est peut-être dû à une meilleure, pas compréhension, mais une meilleure préparation de ce retour alors peut-être pas au full présentiel, mais au moins à l'hybride, voire au full présentiel, que ce que n'a été le télétravail au départ. Parce que, in fine, peut-être que, justement, on est en train de revenir sur le sujet parce qu'on l'a très mal préparé. Parce que les gens sont partis comme ça du jour au lendemain, même si ça a été cadré. Il y a plein de trucs qui ne sont pas le cas. Parce que là, tu vas peut-être nous donner 2-3 idées de droits et de devoirs des télétravailleurs et des entreprises, mais il y a plein de trucs que moi, je ne savais pas, tu vois, avant. C'est-à-dire que je ne savais pas que tu devais cadrer les heures d'appel, que tu devrais t'assurer que ton collaborateur ne travaille pas plus que ce qui est prévu, que tu devais t'assurer que quand il est en vacances, il soit vraiment... Enfin, il y a énormément de choses qui font que normalement, le télétravail... c'est hyper cadré et c'est normalement normé et c'est fait pour que justement tout le monde s'y retrouve. Oui, mais ça fonctionne dans des cas comme le mien à l'époque, puisque moi j'étais soumise à l'horaire. Tu vois, on repart vraiment dans les bases du droit du travail, c'est-à-dire le contrat de travail et la durée du travail. Quand tu étais comme moi, avec des horaires stricts, moi j'avais carrément un horaire dédié pour ma pause déj, je savais à quelle heure je commençais, à quelle heure je finissais. C'est tout bête, ça veut dire que dans ces horaires-là, je dois être joignable, point. Je ne suis pas censée être à l'étage en train de faire ma machine à laver. Voilà, je dois être joignable. Donc ça, pour ces gens-là, ce n'était pas très compliqué. Après, tu as quand même toute une population, souvent de cadres, donc souvent sur des métiers qui sont faisables en télétravail, ce qu'on appelle télétravaillables, qui sont au forfait jour. Ils n'ont pas d'horaire. Donc ces gens-là, si tu les mets en télétravail et que tu ne définis pas des plages sur lesquelles les joindre, ça veut dire qu'ils sont joignables tout le temps. Si tu ne leur rappelles pas qu'ils ont des durées minimales de repos chaque jour, et que tu leur dis pas de quelle heure à quelle heure, c'est tout bête, mais s'il doit se reposer de manière obligatoire 11 heures entre 2 sessions de travail, ce serait bien que ce soit pas minuit 11 heures, parce que sinon, si tu as besoin de lui à une réunion le matin à 9 heures, t'es un peu embêté. Donc oui, tout ça, tu le disais très bien, ça n'a pas du tout été géré en mars 2020, ça c'est évident. Puis c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est une obligation normalement de l'employeur de s'assurer que ses collaborateurs ne font pas du surtravail, parce que c'est aussi un des... Alors ça l'est peut-être moins maintenant parce que justement ça s'est adapté, mais ça a été aussi un des gros problèmes du télétravail au départ, des personnes qui bossaient beaucoup plus que ce qu'elles ne devaient le faire. Bien sûr, parce qu'en fait il n'y a plus... C'est très dur de s'organiser et je dirais même... parfois on se violente en disant non, là il faut que j'arrête. Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre le travail et puis le domicile, puisqu'on travaille chez soi. Donc du coup, oui, on peut être tenté de se dire « Ah là, je vais m'arrêter un peu parce que les enfants sont rentrés. Quand ils seront couchés, je vais m'y remettre. » Oui, mais non, en fait, il ne faut pas que ça soit comme ça, parce que si c'est comme ça, on commence à mettre le bazar dans l'organisation du temps de travail. Or, l'employeur, retour aux bases du droit du travail, il a l'obligation de contrôler la durée du travail des salariés, même ceux qui n'ont pas d'horaire. On ne va pas contrôler réellement leur durée de travail, mais en tout cas, qu'ils aient bien eu leur temps de repos. C'est une obligation qu'il a, de la même manière qu'il a l'obligation de veiller à ce qu'ils ne travaillent pas quand ils sont malades, à ce qu'ils ne travaillent pas quand ils sont en congé, en RTT, etc. Donc, c'est lourd pour lui. Et on revient à ce qu'on a dit au tout départ. C'est tellement plus facile quand il voit le salarié. Parce qu'il part du principe, l'employeur français, part du principe que s'il le voit, c'est qu'il travaille. Le problème, c'est que ça, c'est pas très vrai non plus, quand même. Mais du coup, comment on fait pour préparer le retour peut-être au présentiel ou au moins à l'hybride ? Comment on fait pour le préparer pour qu'il soit réussi, à l'inverse du télétravail qui, au final, a été... Enfin, il faut être honnête, ça a été loupé.
Le côté télétravail en France, ça a été loupé au départ. Après, je trouve que ça a été quand même bien géré par les entreprises, en tout cas. Nous, on a accompagné beaucoup d'entreprises où on a vu une vraie réflexion autour d'un nombre de jours qui était accepté par tous, comme permettant justement de conserver le lien avec l'entreprise tout en ayant la flexibilité de plusieurs jours par semaine. Tu en as qui ont fait des... c'est marrant d'ailleurs de voir comme les entreprises ont géré ça de façon différente en fonction de leurs partenaires sociaux, souvent. Tu en as qui ont fait des quotas annuels. Voilà, t'as 100 jours par an. Fais-en ce que tu veux. N'importe comment, hein. Tu peux faire 3 mois de télétravail complet, et puis après, que du présentiel. T'en as qu'on fait automatiquement X jours par semaine. Très intéressant, ça, le côté quota annuel ou quota mensuel, c'est hyper intéressant. Alors là, on accorde, et en général, ils le prennent très bien, on accorde aux salariés une grande confiance, en fait, puisqu'on lui dit, voilà, c'est toi qui décides. Puis après, il y a ceux qui ont fait l'hybride avec 2 jours, 1 jour, 3 jours. Moi, je crois que la meilleure manière, en tout cas pour les employeurs qui ont envie de faire un pas de recul sur le télétravail, ce que, encore une fois, je peux comprendre, il peut y avoir des données, des vraies données qui sont vérifiables et qui peuvent donner envie à l'employeur de faire un pas en arrière. Déjà, moi, je ne crois pas au retour au bureau complet. Quand on a des postes télétravaillables, dire aujourd'hui il n'y a pas de télétravail, moi je pense que c'est s'asseoir déjà sur la moitié des candidats. Parce qu'aujourd'hui, c'est rentrer dans une... En fait, ça fait partie des conditions de travail. On part du principe, tu sais, je crois que c'est même... Ça arrive après Ticket Resto et Pass Navigo. Ouais, après, avant que tu développes pour nous expliquer ce qui devrait être fait pour le retour au travail, sur ce point de vue-là, je suis comme toi au départ, mais j'ai vu des exemples d'entreprises, en fait, pour lesquels, in fine, c'est pas forcément compliqué de recruter si tu expliques pourquoi tu ne veux pas de télétravail. Tu fais le lien avec ce que j'allais dire, donc très bien. Donc tu vois, tu viendras derrière. Tu expliques pourquoi, parce que j'en ai rencontré où je me suis dit, mais vraiment, pas de télétravail. En plus, dans des domaines où tu te dis, le télétravail, c'est la base de la base, voire le full remote, quoi, tu vois. Mais finalement, leur ADN, leur culture fit, en fait, t'explique que nous, c'est pas le cas pour telle raison. Et finalement, ça passe. Eh bien, tu sais, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que si tu veux préparer un retour en présentiel, ou si tu veux préparer une politique sociale qui vise à n'axer ton salariat que sur le présentiel, dans ces cas-là, explique pourquoi et aie donc de bonnes raisons. Et en fait, le gros problème, c'est ça, c'est que si tu as raison, c'est le contrôle. C'est une mauvaise raison. Tu ne peux pas faire revenir les gens avec motivation. De la même manière, si derrière tout ça, il y a performance, c'est-à-dire productivité et donc contrôle, mettre des fruits sur la table, ça n'attirera personne. Donc, il y en a des tas de méthodes, et ces méthodes, elles ne seront jamais dans la déco. Elles ne seront jamais dans les sofas rouges. Et tu vois, on en a déjà beaucoup parlé de cette marque employeur fake qui consiste à mettre du joli mobilier, en fait. Il faut que le salarié comprenne qu'il est mieux dans son entreprise, entouré de ses collègues, que chez lui, seul, avec des écrans. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple quand tu as, par exemple, un métier où tout quasiment... j'ai une copine qui fait de l'audit comptable. Elle passe ses journées derrière un écran à lire et valider des chiffres. Elle a jusqu'à 1h30 de bagnole le matin pour se rendre sur son lieu de travail. Elle aime se rendre sur son lieu de travail parce qu'elle aime déjeuner avec ses collègues. Sauf qu'il y a eu Alors, ce n'était pas les JO, je ne sais plus ce que c'était, mais il y a eu un problème, des intempéries. Et elle me disait, je vais mettre jusqu'à 2h30 le matin pour y aller. Ou des voies fermées, des travaux, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était en région parisienne. Et je lui ai dit, tu leur en parles quand même, et puis tu leur dis que là, ça n'a plus de sens, en fait, vu ce que tu vas faire. Il y a eu un refus catégorique. Elle a passé une journée à aller 2h30. Le lendemain, elle était en arrêt. Et je me suis dit, mais c'est surréaliste. Ouais, mais quand tu passes 2h30 à te demander quand est-ce que tu auras un accident, quand est-ce que quelqu'un viendra te taper sur la tronche dans la bagnole, excédé par le fait d'avoir fait 100 mètres en 1h30, en fait, tu te dis, les conditions pour se rendre au travail sont tellement nuisibles qu'au final, à quoi bon venir ? Je t'explique. Si quand tu viens, c'est la même chose que chez toi, il n'y a aucune raison. Donc, je pense vraiment qu'il y a un exercice qui, à mon avis, peut être passionnant, si on a envie de s'y coller, qui consiste à réinventer
le présentiel. C'est ça, le réorganiser. Voilà, pour faire en sorte que le télétravail, finalement, devienne un plus et pas une méthode de travail qu'on nous a imposée en 2020 et dont on n'arrive pas vraiment à se défaire aujourd'hui. On a parlé télétravail, on a un petit peu balayé les droits, les devoirs, les risques par rapport aux arrivées qui sont réels. C'est-à-dire qu'il y a des risques réels de retour au bureau. On a parlé de ce qui devrait être fait de mieux par rapport à l'arrivée du télétravail qui n'a pas été bien maîtrisé au départ, finalement qui s'est bien passé par la suite. Du fait que ça soit quand même aujourd'hui un outil de fidélisation fort, à condition de bien le maîtriser quand il est en télétravail, que l'employeur avait aussi beaucoup de droits, beaucoup de devoirs, pardon. C'est ce qu'on a dit qu'on oublie souvent, ces devoirs de l'employeur, on les oublie souvent. On parle beaucoup des devoirs des employés, mais on parle peu des devoirs des employeurs. Donc on a parlé un peu de tout ça. Tu nous dis et tu nous expliques que effectivement le retour au présentiel full ou hybride peut se faire à condition de bien le réfléchir, de bien le penser, de repenser la manière de bosser. Maintenant, j'ai envie de te poser une question un petit peu hors droit, hors légalité, hors tout ça. Tu le vois comment l'avenir du télétravail ? Tu l'imagines fini ? Parce qu'au final, est-ce qu'on va... Alors fini, ce ne sera pas complètement fini, mais est-ce qu'on va vraiment avoir un gros retour en arrière, un gros retour en présentiel ? Ou est-ce que tu imagines plutôt que finalement, quoi qu'il se passe, les nouvelles générations sont des générations hybrides dans le plus petit des cas, voire full remote, et on ne pourra pas y couper ? Bon, alors moi, je vais te répondre en 2 temps. Je vais d'abord te dire comment je l'imagine et après, je vais te dire comment je l'espère. Comment je l'imagine en fait, je ne vois pas du tout la fin du télétravail pointer le bout de son nez. Je pense que si ça fait autant le buzz, cette histoire d'Amazon et d'autres qui l'ont fait juste avant, c'est parce que justement, ça sort du lot. Je crois qu'aujourd'hui, le télétravail va rester, notamment parce que les employeurs ne sont pas idiots. Ils savent très bien que ça a permis le maintien de l'activité pendant une période qui a été sans précédent. Mais maintenant qu'elle a eu lieu, on sait très bien qu'il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles ça recommence. On est obligé d'être chez nous. Tu sais, il n'y a pas eu que la pandémie. Il y a eu les grèves, il y a eu les intempéries. Et c'est marrant parce que très vite, finalement, on a dit « Ah, il y a grève. Oh, ben non, mais reste en télétravail. » Donc finalement, c'est marrant. D'un truc qui a été imposé, c'est devenu un truc pratique quand même. Donc, il ne faut quand même pas se mentir. Le télétravail, d'un certain aspect, ne plaît pas, parce qu'encore une fois, ce que je ne vois pas, je ne le contrôle pas, en tout cas dans l'idée, en première intention, parce que ce n'est pas vrai, on peut contrôler, je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, non seulement on peut contrôler, mais on doit contrôler. On doit contrôler, et on le peut. Les outils le permettent aujourd'hui. Donc, moi, je ne vois pas du tout une fin du télétravail. Je vois en revanche une politique RH qui va dorénavant avoir systématiquement le télétravail dans ses mesures de négociation annuelle. Tu disais qu'on allait sortir du droit, pas du tout. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui va devoir être pensé. Une DRH, elle est obligée de penser fréquemment aux consultations du CSE, à ses obligations de négociation dès qu'elle a un petit peu de salariés, qu'elle a une section syndicale. Le télétravail, ça va aujourd'hui être nécessairement dans la liste en fait des préoccupations des RH. Donc pour moi, ça ne va pas disparaître. En revanche, du coup, comment tu l'espères ? J'ai un espoir qui est un petit peu différent et je vais te raconter ma petite histoire perso. C'est un poste que je suis en train d'écrire, il est marrant. Après 17 ans de salarié, je deviens indépendante et je réfléchis à mes 3 dernières années en me disant donc pendant 3 ans, j'étais en full remote. Et puis tu peux pas savoir comme je l'ai voulu. Ma vue sur le port de Vannes, mon bureau que j'ai construit, c'était super. Je deviens indépendante et la première chose que je fais, c'est chercher un bureau en ville pour sortir de chez moi. Ensuite, je commence à discuter avec des entreprises qui me contactent et je leur dis « on va faire ça en présentiel ». Ensuite, je propose un programme de formation, on me dit en distanciel, je dis « non, ce sera mieux en présentiel ». Et en fait, je fais la liste de tout ça et je me dis, mais c'est incroyable, tu sors de 3 ans de full remote et la seule chose que tu veux, c'est sortir de chez toi. J'adore être chez moi. J'adore toute la facilité que ça m'a amenée, alors en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle. Parce que j'aurais jamais développé mon activité rédactionnelle dans mon ancien travail. Sauf que là, je me suis créé une ambiance de silence et de concentration que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Donc j'ai adoré ça. Sauf qu'aujourd'hui, j'évolue. Et le télétravail, je l'espère comme ça. En fait, je l'espère comme une mesure que les gens essaieront
de ne pas vouloir. Ils auront tellement envie de faire leur travail avec passion et avec des gens qui partagent cette passion qu'ils voudront voir les gens. C'est comme ça que j'espère, vraiment. Ouais, mais est-ce que... Alors, je trouve ça très bien, et je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est mon état d'esprit. Mais là, tu vois, maintenant qu'on en a parlé, qu'on a échangé, et que tu m'as mis cette petite graine, tu vois, dans la tête, je me dis, est-ce que l'avenir du télétravail, c'est pas justement ce quota de télétravail à choisir comme tu le souhaites, avec un petit garde-fou, qui est le fait de se dire... Tu peux pas partir en télétravail pendant, je sais pas, justement, tu as 100 jours de télétravail, donc tu peux pas faire les 100 jours d'un coup, parce que ça n'aurait pas de sens, parce que sinon tu serais complètement absent et tout. Est-ce que ce serait pas ça, finalement, le truc ? Parce que, in fine, le télétravail, c'est censé être un plus pour le collaborateur, un moyen de fidélisation pour l'entreprise, mais c'est aussi un moyen pour l'entreprise, comme tu l'as dit, de conserver une productivité dans des cas qui sont un petit peu compliqués. Que le collaborateur, au final, il n'est pas bête. Si jamais demain, il y a des grèves, il y a des intempéries, il y a des trucs comme ça, il ne va pas se dire « Ah bah tiens, je ne vais pas utiliser mon jour de télétravail, je vais aller me taper, comme tu dis, 2 heures de route. » Ah non, il va rester chez lui, tu vois. Va rester chez lui. Donc, est-ce que l'avenir, ce n'est pas ça, quand même ? Ce n'est pas le fait de laisser la main, tu vois, au collab, de se dire « Écoute, je fais ce que je veux. » avec un tout petit cadre de temps, mais je fais ce que je veux, tu vois. C'est un peu au final ce que nous on fait en laissant ce côté possibilité de faire du full remote sur plusieurs mois, parce qu'on a des jeunes qui veulent partir à l'étranger, bosser de l'étranger et tout, tu vois. Donc c'est un petit peu ça, on le cadre à minima. Mais ça, et je pense que, tu vois, ce côté, à mon avis, peut être hyper intéressant, parce que ça permet, si tu kiffes ton taf, si tu as envie de conserver ce lien, cette liaison, ça permet aux boîtes de dire... de toute façon, comme tu ne pourras pas faire du full pendant 6 mois d'affilée, tu reviendras, donc tu travailleras quand même cette cohésion, mais d'avoir cette liberté qui est plutôt hyper intéressante, hyper flexible, quoi. Mais tu sais, le quota dont je t'ai parlé, c'est une de mes amies qui travaille dans une banque très connue. Je trouve ça trop cool. Et ça a été mis en place par accord collectif avec les partenaires sociaux. Donc là, c'est une grosse banque, donc il y a des syndicats. Ça a été négocié et ça se passe très bien et ça plaît à tout le monde. Alors, c'est toujours pareil. T'en as qui vont pas tout utiliser, puis t'en as qui trouvent que c'est pas assez. Mais en fait, c'est le monde qui est comme ça. On est tous un peu différents. Donc, des quotas, oui, mais en fait, ce dont toi tu parles en disant on laisse de la liberté et c'est pas cadré, moi j'appelle ça une charte de télétravail ou un accord collectif, en fait. C'est du droit et c'est comme ça que le législateur l'a voulu. Il a simplement dit à l'employeur, mettez le télétravail en place d'une manière. Accord collectif, charte ou contractuel. Et encore récemment, en 2022 je crois, il a quand même ajouté... Vous mettez en place le télétravail et, s'il vous plaît, vous vous préoccupez des femmes enceintes, des proches aidants, des personnes en situation de handicap. Et pour ces personnes-là, j'en oublie peut-être, c'est listé dans le Code du travail, vous prévoyez des modalités particulières d'accès au télétravail. C'est super, c'est simple. Enfin, franchement, faire une charte de télétravail, je t'assure, pour un juriste, c'est d'une simplicité. Je pense que même quand on n'est pas juriste, c'est quand même pas compliqué. Tu as la liste des choses qu'il faut prévoir dans le Code du travail. Tu peux le faire. Tu peux créer un quota. Tu peux effectivement encadrer un tout petit peu de manière à ce que le salarié ne fasse pas ce qu'il veut. Mais en vérité, toutes les chartes et les accords que j'ai vus, quasiment, c'est ça. On met un quota ou un nombre de jours par semaine, on laisse le salarié un petit peu libre et ça marche assez bien. Mais très souvent, en pratique, ce que moi j'entends des salariés, et ça me désole, c'est, au final, ce que je fais sur site, c'est ce que je fais chez moi, mais en dégradé. Et parce qu'ils n'ont pas la liberté de le choisir. Tu vois, s'ils avaient la liberté de le choisir, ce serait cool. C'est-à-dire que s'il y avait cette phase-là, justement, de quota de télétravail à faire, ça serait cool. Parce que tu vois, quand ils ont, 2-3 jours de télétravail par semaine, ils choisissent quand est-ce qu'ils viennent, ils choisissent quand est-ce qu'ils viennent pas, tu vois. Donc pour toi, ça va automatiquement avec le fait de repenser ton présentiel. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, tu es forcément frustré. Par exemple, regarde, franchement, si tu avais décidé d'aller sur site un jour cette semaine, tu as vu ce qui est tombé comme pluie, pas de bol, tu as décidé d'y aller là, tu te retrouves avec les RER qui ne fonctionnent pas, les bus c'est l'enfer, tu es trempé, tes collègues ils sont pas venus, tu manges tout seul ta vieille salade. C'est vraiment une journée pourrie sur site. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport au fait d'être au chaud chez toi, à manger avec ton mari ou tes gosses ? Moi, je pense que on doit aujourd'hui s'attarder sur l'envie des gens de venir travailler en collectivité à un endroit. Et moi, je regrette
quand les conditions de transport sont dégradées, que sur site tu t'y retrouves pas, que c'est de l'open space, qu'il y a du bruit partout, t'as intérêt quand même à être super motivé. Et moi, je crois que t'as un risque, au fur et à mesure des années, d'avoir même une sous-performance pour les gens qui viennent. Ça, c'est une réalité. Donc, tu dois le réinventer. T'es obligé. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois que, tu sais, il y a 5 ans, la marque employeur, personne n'en parlait. En tout cas, je peux te dire que moi, en droit, personne n'en parlait. Il a fallu cette crise de recrutement pour que les gens se disent « Oh là là, comment on fait pour attirer et ensuite comment on fait pour fidéliser ?» Et là, toutes ces questions se posent. Donc, pour moi, le télétravail, c'est qu'un point parmi tant d'autres que les employeurs pour lesquels ils vont devoir se retrousser les manches et se dire comment je fais pour que ça ait plus de sens pour les gens d'être là. De revenir au travail. Ouais. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a un truc qui est réel, c'est que c'est un truc typique français. C'est-à-dire que le truc typique français, c'est que tout est déjà bien cadré dans la loi. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser. Ouais. Donc c'est quand même magique. En France, il y a des milliards de lois qui existent qu'on ne sait pas utiliser, sur lesquelles on revient à chaque fois. On dit « Ah tiens, ce serait bien de faire ça, ça, ça. » Et puis tu as plein de gens qui disent « Oui, mais vous savez qu'il y a une loi qui existe déjà pour ça. Ouais. Ah bon ? Ah bah, donc voilà. Donc là, c'est un peu la même chose sur le télétravail. Parce qu'au final, toute la flexibilité, elle existe. On peut tout faire. Et on en a parlé. On a parlé de plein de manières de l'utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le deuxième point, je te rejoins en fait. C'est juste que j'ai une vision potentiellement biaisée parce qu'on l'a mis en place depuis tellement longtemps qu'en fait, on a fait évoluer nos modèles naturellement. Mais je te rejoins sur le côté, essayer de repenser la manière de bosser pour pouvoir avoir ce côté bureau qui peut être hyper intéressant à condition qu'il soit stimulant et non pas, comme tu dis, un petit peu chiant, quoi. Et donc, que tu te poses la question, pourquoi j'y vais ? Je crois qu'il ne faut pas se poser la question de pourquoi j'y vais. Il faut que ça soit évident. Ouais. Et puis, il y a un truc quand même, je me rends compte au moment où tu me parles, dont on n'a pas parlé. Tu sais, le problème au niveau du Code du travail, c'est que souvent, c'est difficile d'individualiser des décisions. On peut difficilement viser quelqu'un en particulier. Mais je crois quand même que des fois, quand même, on doit s'en éloigner un petit peu en pratique du Code du travail pour essayer de trouver les bonnes réponses à des problèmes qu'on identifie. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de la performance, des chiffres, etc., il y a un truc qu'on n'a pas dit. Je ne suis pas sûre que les problèmes de performance soient collectifs. Je pense qu'il y a des salariés, quand ils sont chez eux, ils ne bossent pas bien. Ils bossent moins, ils bossent peut-être moins bien. Il peut y avoir des tas de raisons parce qu'ils sont seuls. Tu vois, ça peut être à la fois des raisons extérieures. Ils sont trop dérangés, ils sont dans des conditions extrêmement dégradées. Moi, je me rappelle, dans le télétravail, moi, j'avais des gens au téléphone. J'avais à l'époque beaucoup d'experts comptables pour l'activité partielle. J'en avais qui pleuraient. J'en avais qui pleuraient, les nerfs lâchaient complètement parce que d'abord, il y avait énormément de charge mentale sur cette période sur, évidemment, les experts comptables. Et puis, ils avaient des travaux dans la rue. Il faisait hyper chaud, je ne sais pas si tu te rappelles. Mais c'était juste l'enfer, le confinement, il faisait chaud en plus. On avait chaud. Ils travaillaient dans des conditions dramatiques alors qu'eux, ils avaient l'habitude d'avoir la clim dans leur bureau, d'être au calme, etc. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi reprendre l'ARH, la remettre à sa juste place, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Quand un salarié a un problème de performance, que visiblement il ne se sent pas bien, et que le télétravail nous semble en tant qu'employeur être finalement un vecteur de sous-performance, on reçoit le salarié, on fait le point et on essaye autre chose. Et ça, je ne vais pas te dire que c'est facile légalement, parce que quand tu as une charte de télétravail qui dit 3 jours par semaine pour tout le monde... Oui, mais donc du coup, on en revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire que la solution, c'est la flexibilité. C'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent comme ils le souhaitent. C'est-à-dire que tu mets dans la charte un certain cadre, mais un cadre ultra flexible. Un cadre vraiment hyper large dans lequel les gens peuvent s'entendre. Et après, si tout le monde, entre guillemets, a le même cadre, finalement, l'individualisation, elle se fait automatiquement par les personnes concernées. C'est la personne qui ne voudra pas aller en télétravail, elle viendra au bureau. La personne qui voudra y aller, elle y ira. Et comme tout le monde aura cette même charte de base, après, bien évidemment, il faut juste travailler à la manière, et c'est là où je te rejoins, dont tu perçois le travail dans l'entreprise pour que les gens aient envie de venir et de se retrouver, et que le moment où tout le monde se retrouve, tout le monde est content d'être là. Et le reste du temps, chacun est en fonction de ses problématiques perso. Exactement. Trop cool. Enfin, on a
comme d'hab, on a parlé. Écoute, en tous les cas, c'était intéressant. J'ai trouvé ça hyper cool comme d'habitude, mais surtout, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on l'a pris sous un nouvel angle, en fait. On n'a pas parlé de télétravail comme on le fait habituellement. Super méthode d'attractivité et tout. Non, ça, c'est une réalité. On l'a pris sous un nouvel angle. J'espère que ça aura plu aux personnes qui nous ont écoutés. J'en suis sûr. En tous les cas, merci encore à toi pour m'avoir permis de te recevoir et d'échanger avec toi une 3e fois. Donc, c'était vraiment très cool. J'espère que ça a été. Super, écoute. Et puis, du coup, peut-être à une 4e fois. On va chercher. Moi, franchement, des sujets, il y en a à l'appel. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci Florence. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Félicitations! Vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.